Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Moi, j'ai réentendu parler dernièrement du musée de l'immigration avec cette campagne de pub qui a un peu défrayé la chronique et j'ai trouvé ça très très bien. Alors, je suis d'origine antillaise, si vous ne l'avez pas encore compris, chers auditrices et auditeurs, ça ne pouvait évidemment que me plaire. Mais j'ai entendu, tu vois, sur RMC, Les Grandes Gueules, la fameuse émission où il parlait de cette campagne de pub que tu as lancée avec BETC. On salue Mercedes Serra et toutes ses équipes. Et je me suis dit, mais pardon de l'expression, mais c'est extrêmement couillu, ça fait du bien. Oui, on peut dire ça comme ça. La campagne reposait notamment sur une affiche où on montrait Louis XIV en majesté avec ce slogan, cette accroche, c'est fou tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. Et en petit, comme une petite mention pour rappeler que sa mère était espagnole et sa grand-mère autrichienne. Donc évidemment, c'était une campagne clin d'œil pour rappeler à toutes celles et ceux qui auraient tendance à l'oublier que un tiers des Français aujourd'hui sont issus eux-mêmes de l'immigration, soit immigrés, soit issus de l'immigration, par un parent ou un grand-parent. Et que quand on remonte le fil de l'histoire, finalement, même les figures les plus emblématiques qu'on peut réimaginer 100% françaises, en imaginant que ça veut dire quelque chose, même ces figures-là peuvent avoir des origines étrangères. Donc c'était une campagne clin d'œil. Il fallait effectivement avoir un petit peu de courage pour la sortir. Elle a fonctionné puisque on en a parlé en bien ou en mal, mais au moins elle a suscité le débat et ça a permis de positionner le musée lors de sa réouverture puisqu'il a été fermé pour travaux et une nouvelle scénographie, un nouveau contenu qui était proposé. Et on sait en communication que c'est difficile d'émerger, surtout quand on a peu de moyens, ce qui est notre cas en termes de finances, et donc de faire émerger le musée et d'inscrire cette réouverture dans les agendas de juin 2023. C'est très très fort de faire sortir une telle campagne. Encore une fois, il y a une très très belle agence BETC qui te propose des concepts. Bravo à eux. Et bravo aussi à toi d'avoir accepté et d'avoir joué le jeu quelque part. De ne pas t'être rétracté comme à l'habitude en disant il va peut-être y avoir une crise. Les médias, on en parlait, en bien ou en mal, mais l'essentiel c'est qu'on parle du palais. Comment ça a été, comment tu as réussi à faire passer l'idée finalement auprès de ta direction, auprès de toutes les autres personnes qui ont dû voir quelque part, à un moment ou à un autre, cette campagne avant qu'elle ne sorte? Bah écoute, quand BETC, qui est mécène de compétences chez nous, donc qui nous accompagne gracieusement pour toutes les campagnes de communication du musée, quand ils nous ont présenté leur première piste, celle-ci, elle a tout de suite elle a fait écho. Alors, j'étais pas tout seul, j'étais avec ma directrice générale quand on a découvert la campagne et immédiatement, on s'est dit là, on tient quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de l'immédiateté. Donc, mon premier réflexe, ça n'a pas été un réflexe de me dire « Ouh là là, on va en prendre plein la figure ». Ça a été plutôt de me dire ça marche, ça fonctionne, ça va cartonner. Donc ça, c'est mon premier regard, il est celui-là. Après, mon deuxième regard, il va consister effectivement à mesurer le risque. Et on l'a pris en pleine, j'ai envie de dire, en pleine conscience. Donc ça n'a pas été si difficile que ça de porter cette campagne en interne. Il a fallu expliquer, faire preuve un peu de pédagogie auprès des uns et des autres, de rappeler que c'était un clin d'œil. C'était pas ça n'avait pas d'autre vocation que de créer une réaction, de susciter une émotion aussi. Et donc, ça n'a pas été si compliqué que ça en interne à proposer, notamment puisque BETC était aussi convaincu qu'on tenait là une bonne idée. Après, comme on s'était appuyé sur une personnalité, etc., on avait proposé d'autres visuels qui étaient sur d'autres axes pour pouvoir raconter aussi d'autres histoires et ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Ok, donc il te propose Louis XIV. C'est bien ça d'emblée? Il me propose Louis XIV, c'est la première des clés qu'il me propose et je suis même pas certain qu'on l'a peut-être retouché un tout petit peu, mais je suis même plus certain de cela. Et il y a quelque chose, encore une fois, d'assez immédiat. D'abord parce qu'elle fait rire, elle fait sourire, on voit très bien où est-ce qu'elle veut nous emmener. Et puis encore une fois, sur un sujet comme celui-là, il faut pouvoir raconter des choses un peu nouvelles, un peu innovantes, et puis de bousculer. On n'imagine pas toujours que les figures les plus emblématiques de notre histoire peuvent aussi avoir des origines étrangères, même si on est dans un contexte qui n'a rien à voir, c'est la royauté, etc., etc. Mais peu importe. Et donc, quand vous sentez qu'il y a ce petit truc-là et que ça vous anime vous-même, en général, ça peut animer de manière beaucoup plus large. Après, on en a discuté largement, échangé avec les équipes, etc., etc. Donc ça, c'est pour mesurer le risque. Mais si on ne prend pas de risque en communication, je crois qu'on existe plus difficilement. Et si on avait fait la même campagne, mais sans cette déclinaison, on n'en parlerait pas aujourd'hui et on n'en aurait quasiment pas parlé, je crois. Je pense que ce serait totalement passé inaperçu, comme très souvent pour beaucoup d'autres annonceurs. Ouais, tout à fait. Et ça aurait été d'autant plus dommage.
En interne, et là je parle vraiment sur l'ensemble des collaboratrices, des collaborateurs, des agents, etc. Comment ça a été pris cette campagne? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Tu as eu des feedbacks, tu as eu des retours, ou est-ce que les gens n'ont rien dit parce qu'ils se sont dit ouais c'est vachement bien donc j'ai rien à dire de plus? C'était assez partagé. Certains comprenaient très bien le concept et le clin d'œil. D'autres trouvaient qu'on faisait un pas de côté qui était trop important. Mais je tiens à dire que toute notre campagne de communication autour de l'ouverture du musée n'était pas que concentrée sur cette campagne d'affichage. Et ça, c'était un point important aussi à expliquer à celles et ceux qui étaient les plus réticents. On a fait un travail, notamment en relations presse, très en amont de l'ouverture du nouveau musée, ce qui nous a permis de créer des liens très intimes avec un certain nombre de rédactions pour qu'elles puissent suivre même la fin de chantier et l'ouverture. Et puis on avait tout un plan numérique, digital important pour ne pas faire reposer exclusivement nos efforts sur une campagne d'affichage. Donc on avait bien une stratégie complète avec un volet qui pouvait être très visible en affichage qui était celui avec notamment ce visuel-là. Et puis après, on avait cette intuition-là, mais on n'était pas non plus... Il n'y a rien d'écrit à l'avance sur les questions d'intuition. Donc c'était indispensable que toute notre stratégie, tout notre plan d'action ne repose pas que sur un clin d'œil, mais sur tout un dispositif complet qui nous assurerait une ouverture réussie. Donc, ce qui veut dire que c'était totalement réfléchi, et tant mieux, parce que souvent, tu sais, on essaie de faire des coups de com', malheureusement, dans notre Ouais, je vois bien à quoi tu fais référence. Non, tout était, pour le coup, réfléchi, anticipé autant que possible, et c'était vraiment un dispositif complet, avec peu de moyens, mais quand même un dispositif complet. Alors, tu peux nous en parler de ce dispositif? Tu nous as dit relations presse, donc très 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 en amont, avant la réouverture. Il y avait donc, c'était qui les médias que tu avais en ligne de mire, si je puis dire? Télérama peut-être? On les a tous rencontrés. On a rencontré tous les médias nationaux d'importance, tous les hebdos, les plus grands mensuels. Le musée de l'histoire de l'immigration, ça n'intéresse pas que le milieu culturel, c'est la force de ce musée. Donc on avait aussi des entrées sociétales, politiques. Donc on a vraiment balayé absolument tous les médias du monde, à Libération, en passant par Le Figaro, Les Échos, Le Point, l'Obs. Enfin, on les a tous faits. Donc on a passé pas mal de déjeuners à présenter nos enjeux et qu'est-ce qu'on avait envie de raconter à travers ce musée. Ce qui fait que quand le musée a ouvert, on a eu beaucoup de papiers qui étaient des vrais papiers de fond sur le sujet. Et puis on avait une autre idée qui était plutôt originale, c'est qu'on avait demandé, on a publié un sondage sur le rapport des Français à l'immigration. Et dans ce sondage, on posait des questions de connaissance pour savoir quel était le degré de connaissance des Français sur des questions liées à l'immigration. Il y avait 6 questions, et sur l'ensemble de l'échantillon, il y a un Français sur les 1000 qui a correctement répondu aux 6 questions. Et en croisant les données, donc ça c'était avec l'Institut Occurrence qui est aujourd'hui chez IFOP, et quand on croisait les données, on se rendait compte que plus la connaissance était bonne, plus la perception et le regard sur l'immigration étaient positifs. Donc on avait un outil fiable pour démontrer que la connaissance et les perceptions sont totalement liées. Ce qui peut sembler une évidence, mais quand c'est amené de manière chiffrée et objective, c'est entre guillemets inattaquable. Et ce sondage-là nous a aussi permis d'attirer des médias, et on a fait, c'était le clou du spectacle, mais on a quand même fait la matinale de France Inter. Il n'y a pas beaucoup de musées qui peuvent faire la matinale de France Inter à leur réouverture. Et donc, on a eu l'interview croisée de ma directrice générale et du président du conseil d'orientation de l'époque pour présenter l'ouverture du nouveau musée aux millions d'auditeurs de France Inter. Donc, ce qui veut dire que c'est un carton total, tout simplement. Tu mets tout le monde d'accord, surtout sur une question peut-être culturelle, mais c'est le musée de l'immigration quelque part. Donc, et Dieu sait si ce sujet fait parler depuis quelques mois et même depuis toujours, en tout cas au XXe et XXIe siècle. Donc tu mets tout le monde d'accord. J'imagine que tu as dû énormément mouiller le maillot avec ta direction générale qui puisait, parce que tu disais que tu avais fait des déjeuners, que tu avais fait quelque part des rendez-vous à gogo. Comment ça se passe exactement? On va voir les médias, on les convoque, on fait une conférence de presse, ou on va les voir un par un en essayant de les convaincre? Je ne sais pas quel est le terme le plus approprié. On fait sûrement pas une conférence de presse parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un format qui peut justifier s'il y a peut-être une urgence ou une actualité qu'il nécessite, mais nous on avait la chance de travailler sur un temps assez long. On pouvait lisser nos déjeuners ou nos rencontres sur à peu près 6 mois, puisqu'on a attaqué surtout à partir du mois de janvier, on a ouvert en juin. Et après c'est vraiment de l'approche, c'est de l'approche journaliste par journaliste. Je dirais même pas média par média, mais presque journaliste par journaliste, en vérifiant et en se demandant en amont quel est celui ou celle qui serait le plus à même de nous suivre et qui nous connaît déjà, parce qu'on avait déjà de très bonnes relations avec la plupart d'entre eux. Ceux qui nous connaissent, ceux qui nous connaissent pas,
ceux qui pourraient susciter, qui pourraient avoir un intérêt pour nous. Et donc, on les contacte très simplement. Coup de téléphone, mail. J'ai une agence de relations presse qui travaille pour nous et qui est excellente aussi sur ce sujet-là. Et donc, on les contacte nommément et on leur propose. Et on propose le cadre qui nous semble le plus adapté. Et donc, c'est un mélange de formel et d'informel autour d'un déjeuner très simple où on va se balader dans les espaces, expliquer nos enjeux, nos contraintes techniques, ne pas cacher grand-chose parce qu'on n'a pas grand-chose à cacher, et puis de leur donner envie de s'intéresser et puis leur donner rendez-vous pour revenir à l'ouverture, pour voir ce qu'ils ont, les coulisses d'un chantier. C'est pas encore le montage final. Et donc on leur a donné envie de cette manière-là. Et puis on leur a donné beaucoup de matière aussi, puisque c'est un musée d'histoire qui apporte beaucoup de données historiques, mais aussi scientifiques, etc. Et donc en apportant de la matière, les journalistes y sont intéressés parce qu'on leur donne tout simplement du biscuit pour qu'ils puissent écrire des papiers, et dans une démarche assez transparente et assez humble aussi de notre part. J'imagine qu'avec toute cette préparation, tu as eu 100% de présence de la part des gens que tu as rencontrés lorsque l'ouverture a eu lieu, en bonne et due forme. Alors oui, certains sont venus effectivement au moment de l'inauguration, certains sont venus un peu après, sachant que leur papier était écrit entre guillemets, mais en tout cas c'est des relations qui d'une certaine manière nous servent toujours aujourd'hui. Avec les journalistes, on sait très bien qu'il faut avoir une relation de confiance, leur expliquer notre démarche. On a aussi nos propres limites, on peut même avoir des défauts, c'est comme ça. Ils peuvent tout à fait l'entendre et ils sont curieux de ça aussi. Et si on est dans cette démarche-là, qu'on fait les choses suffisamment en amont et qu'on cherche pas à leur raconter d'histoires qui ne les intéresseraient pas, en général, pour moi, ils sont plutôt preneurs. Donc oui, on a eu beaucoup de retours très positifs quand ils sont revenus. Et puis, c'est encore des journalistes qui maintenant on peut solliciter quand on a une nouvelle exposition, par exemple. Ils nous connaissent, ils savent ça ne veut pas dire qu'ils vont faire un papier forcément. Mais en tout cas, ils ont été très sensibilisés au sujet. Donc tu tissais de vraies relations. Le mot relation dans relation presse prend vraiment tout son sens, on est d'accord? Oui. Bon, ça, il faut que les plus jeunes qui nous écoutent comprennent bien que faire des relations presse, c'est pas envoyer un communiqué de presse ou un dossier de presse comme on enverrait un emailing de prospection et puis attendre que éventuellement on vous réponde ou qu'il y ait un appel. C'est quelque chose qui se tisse dans la confiance et donc plus ou moins au long terme. Au long terme, le communiqué de presse, le dossier de presse, c'est utile pour donner les informations les plus classiques, les plus basiques. Mais c'est qu'un des éléments. En tout cas, ça fait pas une stratégie. C'est un outil parmi d'autres. Et évidemment, le but du jeu, quand on en a les moyens, c'est de créer quelque chose le plus personnel possible. Quand je dis personnel, c'est pas de se raconter ses vacances, mais d'avoir vraiment compris quel était l'intérêt du journaliste sur telle ou telle question. Parce que l'histoire de l'immigration, ça peut se raconter de plein de manières différentes. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui est passionné par une période plutôt qu'une autre, ou qui est très intéressé par le prisme culturel, ou au contraire par le prisme économique, ou un prisme sociétal, etc., ou le prisme de l'art contemporain, puisqu'on a plein d'art contemporain dans le musée, il y a plein de manières de raconter cette histoire de l'immigration. Donc il faut faire du cas par cas, si je puis dire. Quelque part, dans toute la narration de la marque, c'est absolument génial, parce que justement, tu viens de le dire, on peut parler d'art, on peut parler d'économie, on peut parler d'histoire, tout simplement. Ça doit être absolument sensationnel et peut-être un petit peu difficile, parce que par quel bout prendre la marque, si je puis dire? Je préfère avoir une marque où je me pose cette question-là plutôt que d'avoir une marque qui serait entre guillemets trop pauvre et qui me nourrirait pas moi-même d'ailleurs dans mon métier. Si je prends le Palais de la Porte Dorée en sortant un peu de la question du musée, le Palais de la Porte Dorée, je peux le prendre sur le prisme de notre rapport au vivant, puisque l'aquarium tropical aujourd'hui, il est engagé sur les questions de biodiversité, de la protection de la biodiversité. Je peux le prendre sur notre rapport à l'histoire, puisque c'est l'ancien palais des colonies et l'exposition coloniale internationale de 1931 dont tu faisais référence tout à l'heure. Et c'est les questions en lien avec notre identité, puisque ça veut dire quoi être français aujourd'hui, et c'est ce que vient raconter le musée d'histoire de l'immigration. Donc tu vois, j'ai déjà 3 entités d'une certaine manière avec lesquelles je peux jouer, avec des gros guillemets. Et puis à l'intérieur de chacune, il y a plein d'histoires différentes que je peux faire vivre. Alors oui, ça peut poser la question de si je ne devais garder qu'un seul exemple ou qu'une seule image, etc. Mais moi, d'une certaine manière, je prends le problème dans l'autre sens. Je me dis, j'ai plein d'histoires à raconter, j'ai plein d'angles possibles, et à moi, avec mes équipes, avec mes prestataires, d'inventer les récits et les dispositifs qui vont pouvoir donner plus de notoriété, plus d'intérêt pour cet établissement assez unique en son genre. Tu as tout à fait raison de le souligner. Tu as peut-être, entre guillemets, trop de choses à dire plutôt que strictement rien, comme certaines marques qui s'avèrent très très vite, on n'a plus rien à dire, donc on répète un peu les choses et on finit par faire un contenu qui n'a globalement aucune espèce d'intérêt. Oui, et puis là on parle
on parle de notre marque, mais si je parle de mes cibles, elles vont de la crèche du 12e arrondissement, parce qu'on a des enfants qui viennent dès l'âge de la crèche pour l'aquarium, jusqu'à des lycéens ou à des jeunes en couple qui viennent au Palais, puisqu'on est gratuit pour les moins de 26 ans, donc on est devenu un bon plan, mais ça va aussi être notre public, ça peut aussi être des mécènes potentiels, ça peut être des entreprises qui cherchent des lieux à privatiser, des lieux qui ont du sens. Donc j'ai la pluralité des thématiques de mon établissement, mais j'ai aussi la pluralité des cibles qui sont les miennes. Et ici, moi j'ai tendance à dire, un peu comme McDonald's, ici on peut attirer de tout, de la famille très nombreuse en recherche d'un plan un peu récréatif, jusqu'au lecteur de Télérama, Bobo, qui juste a envie d'en savoir encore plus sur tel ou tel sujet. Donc c'est des cibles extrêmement diverses, et ça aussi ça nourrit. Et puis on se nourrit aussi de ce que tous nos visiteurs nous racontent et nous demandent.